Bonjour à tous. On a la chance d'avoir des pénalistes vraiment très intéressants aujourd'hui. On va pouvoir couvrir donc la finance décentralisée avec différents points de vue plutôt retail et aussi un peu plus institutionnels. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous présenter tous en nous disant aussi un petit peu qu'est-ce que vous faites dans les sociétés actuelles dont vous faites partie. Rebonjour à tous, donc Faustine Fleuret, je suis directrice d'affaires publiques de Morpho, le premier protocole français DeFi et le deuxième au monde de borrowing lending crypto, et fondatrice de l'ADAN, l'association des professionnels du Web3 en Europe. Bonjour, moi c'est Paul Adrien, je suis cofondateur de Spyco. On est une fintech qui construit, distribue des instruments financiers on-chain. Adli Takelbataille, donc j'ai cofondé Usual et c'est un émetteur de stablecoin décentralisé et je suis dans la crypto depuis maintenant plus de 10 ans. Nous, on essaye de créer une suite de protocoles qui permettent aux issueurs de stablecoin de pouvoir se développer à plus grande échelle. Et on fait ça depuis maintenant presque 5 ans. Avant, ça s'appelait Paladin et on arrive très récemment très vite. Peut-être s'il y a des personnes qui ne sont pas familières avec la DeFi, est-ce que vous pouvez, par exemple Adli, nous redéfinir rapidement qu'est-ce que la DeFi et aussi quel est son intérêt, à quoi ça sert, notamment par rapport au système financier aujourd'hui? La DeFi, c'est toujours difficile de la définir dans le sens où on pourrait penser que le Bitcoin c'est déjà de la DeFi, Ethereum c'est déjà de la DeFi, ça veut dire simplement finance décentralisée. Après, ce qu'on appelle finalement DeFi, c'est le monde de produits financiers qui s'est construit directement on-chain sur Ethereum ou sur d'autres layers. Les principales fonctions pour l'instant, ça va être tout ce qui va être stablecoin, ça va être tout ce qui va être échanger une valeur contre une autre, sans tiers de confiance, toujours. Ça va être également de pouvoir faire des prêts également sans tiers de confiance. Donc ça crée tout un marché avec des rendements qui permettent finalement l'existence de ces services sans tiers de confiance. Donc c'est avant tout le fait de pouvoir par exemple déposer des Ethereum et emprunter en face des stablecoins sans avoir besoin d'aucun papier, d'aucune problématique traditionnelle, et en étant sûr que la contrepartie peut être exécutée et liquidée en quelque sorte s'il y a un problème. Je dirais que le fondement de la DeFi, c'est de réussir à faire des services financiers sans intermédiaire, qui soient un peu plus complexes. Et après, je dirais qu'il y a quand même des intermédiaires malgré tout, parce qu'un stablecoin déjà, généralement il est collatéralisé par des bons du trésor, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et il y a de plus en plus de produits tokenisés de la finance traditionnelle qui vont dans la DeFi, donc ça rajoute en quelque sorte une couche de centralisation. Mais ça interagit très bien et on peut penser que la finance de demain pourrait se passer grâce à ce genre d'infrastructure. Je pense qu'on peut rajouter quelque chose qui est quand même important. Je prêche ma paroisse, notre paroisse. Aujourd'hui, la DeFi, c'est le centre névralgique de la crypto. En dehors de cela, il y a le concept de monnaie, mais encore une fois, qui est lié à la partie de la DeFi, et c'est 99% de ce qui se passe en blockchain. Donc quand vous allez regarder ce qui se passe en crypto, quand vous allez trader des choses, la plupart de l'activité qui tourne, c'est-à-dire qui rapporte de l'argent, qui n'est pas des mêmes coins, c'est ce qu'on appelle de la finance décentralisée. Le reste, c'est malheureusement, c'est vous le produit dans la plupart des autres. Alors qu'en DeFi, vous pouvez avoir accès à des vrais services financiers que vous pourrez faire de manière auxquels vous n'aurez pas forcément accès si vous ne passiez pas à la DeFi. Parfait. Pour beaucoup, la première fois qu'on a entendu parler de la DeFi, c'était durant le DeFi Summer. Donc c'était une période où globalement il y avait énormément de possibilités de faire de rendement, etc. Notamment donc sur la DeFi. J'aimerais savoir, peut-être Fig, qu'est-ce qui a évolué aujourd'hui, les grands changements par rapport au DeFi Summer. Et après, j'aimerais avoir aussi, pour chaque personne ici, peut-être une anecdote que vous avez eue en DeFi, quelque chose qui vous est arrivé de drôle ou pas forcément d'ailleurs. Mais voilà, pour commencer, les différences entre aujourd'hui et le DeFi Summer d'il y a quelques années. Tout a changé, honnêtement. C'est un système qui a énormément mûri, qui s'est énormément professionnalisé. Le DeFi Summer, il y avait quelques milliards de TVL, on est monté peut-être à 100, 150. Mais les produits étaient beaucoup moins utiles. En fait, on pariait sur le fait que ces produits fonctionneraient un jour à l'échelle. C'est plus tout le cas. Aujourd'hui, on est sur des produits qui peuvent onboarder des banques. On est sur des produits qui peuvent faire tourner des milliards et des milliards de dollars sans avoir un seul problème de fonctionnement. Il faut oublier que la blockchain Ethereum, elle fait tourner des milliards de dollars de volume de transactions tous les jours. Elle a eu 0 problème de latence depuis sa création. Ça fait 11 ans qu'elle tourne sans problème. C'est extrêmement important de le comprendre.
Le système, il a changé parce qu'il a continué à faire ses preuves, parce qu'il y a beaucoup plus de valeurs qui tournent dessus, parce que la plupart de cette valeur, c'est plus des particuliers maintenant, c'est des gens qui se sont institutionnalisés. Moi, je ne crois pas forcément en l'arrivée des institutionnels, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens, ce sont des professionnels qui ont des fonds, ce sont des professionnels qui montent des banques, ce sont des professionnels qui montent des nouvelles institutions financières, et donc on ne travaille plus avec les mêmes personnes, de un. De deux, là où il y avait l'ignorance, voire le refus total des régulateurs, aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire qui est réellement en train d'apparaître, pas vraiment en Europe, mais partout dans le monde. Et donc, grâce à ça, on n'est plus dans l'inconnu, on n'est plus dans l'illégalité, en tout cas, on l'est de moins en moins, et on a un système qui est en train de mûrir et qui est en train de peu à peu devenir la base, enfin, ce qu'on appelle les rails de la finance. Très bien. Peut-être, Faustine, si tu veux commencer sur une anecdote que tu as eue en DeFi en l'utilisant toi-même ou que tu as entendu et qui t'a vraiment intéressé. Une anecdote sur la DeFi. En fait, donc je suis travaillée pour Morpho depuis quelques mois. La première fois que j'ai entendu parler de la DeFi, c'était il y a plusieurs années. Mais surtout, le premier fait marquant pour moi, ça a été dans des débats réglementaires. Donc, c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez parce que DeFi, parce que tech. En 2020, c'était pas du tout connu. La DeFi, même en termes d'adoption, on était loin de ce qu'on est aujourd'hui. Par définition, les régulateurs non plus. Et donc, quand il a fallu expliquer que la réglementation qu'ils allaient mettre en place au niveau européen allait interdire la DeFi, en fait, on leur a ouvert un monde dont ils n'avaient absolument pas conscience. Parce que la réalité, c'est que les premières propositions de réglementation européenne allaient empêcher le développement de la DeFi en Europe. Et que ce n'était pas du tout volontaire à la base de vouloir faire ça. C'est simplement qu'ils ne connaissaient pas. Vraiment, ils découvraient qu'il y avait ce nouvel écosystème de services financiers qui n'était pas rendu par des intermédiaires, qui fonctionnait grâce aux technologies blockchain, grâce au code de façon autonome, automatisée. Et donc, ça a été, si ce n'est une anecdote, parce que c'était ta question, en tout cas, le point de départ de ma compréhension de comment il allait falloir adresser la DeFi avec les interlocuteurs qui sont les miens, c'est-à-dire les pouvoirs publics. Et même en 2025, puisque bon, ça fait 5 ans qu'ils en ont entendu parler, et fort heureusement, on a pu discuter avec eux pour leur dire c'est pas le moment de réguler, calmez-vous, allez pas trop vite. En 2025, il y a toujours beaucoup de pédagogie à faire. Ce qui est bien, c'est que l'écosystème a pu quand même se développer entre-temps. C'est plutôt une bonne chose. Mais qu'on va se confronter toujours à ces questions de qu'est-ce qu'on fait avec ce nouvel univers très tech, sans intermédiaire, sachant que, il ne faut pas se le cacher, il va y avoir de la réglementation pour la DeFi, c'est prévu. L'enjeu, c'est pas trop tôt et de façon bien faite. Moi, j'ai pas d'anecdote là spontanément. Peut-être qu'Adli, tu seras plus inspiré, mais Ouais, bah, moi, j'ai des anecdotes, forcément. Non, moi, j'aimais bien un protocole qui s'appelait Olympus, déjà qui était très spécial dans son fonctionnement, on va dire, avec une espèce d'inflation totalement dingo, qui était la deuxième vague d'ailleurs du DeFi Summer, pas la première. Et à ce moment-là, il y avait plein de protocoles de lending, donc de prêt, qui commençaient à naître et qui étaient beaucoup moins encadrés en termes de risque, on va dire, que d'autres. Et donc j'ai encore une position avec une bad debt sur une position OHM où la dette est insolvable et sera pour toujours insolvable. Je me souviens plus du protocole, mais je sais que j'ai encore une position comme ça qui traîne. Et c'est vrai que je voulais utiliser surtout cette anecdote pour dire que là maintenant, il n'y a plus de bad debt dans la DeFi entre guillemets. Il n'y a plus de problème. C'était pas le cas il y a 4 ou 5 ans. Non, bien sûr, il y a encore des hacks potentiels, il y a encore du setup qui peut être mal fait ou autre. Mais globalement, le système fonctionne. Il fonctionne avec des milliards, il a scale. Et ça fonctionne vraiment bien. Donc on peut penser à des usages généralisés de la DeFi désormais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que Morpho est intégré chez certaines fintech désormais, directement même par Coinbase, et proposé à ses clients. Donc on peut penser que la responsabilité est très grande. Et donc on peut également penser que si Coinbase juge que le risque, entre guillemets, sur certains marchés est raisonnable en termes de lending borrowing, c'est quand même une preuve que finalement la DeFi fonctionne. Pour que les acteurs centralisés se mettent à utiliser des infrastructures décentralisées, c'est bien qu'elles sont efficaces et fiables. Une chose aussi qui est en train de changer, c'est encore assez émergent, mais je pense que ça va être quelque chose d'assez profond en DeFi, pour revenir sur ta question, Maxime, c'est l'arrivée des instruments financiers dans cet univers. C'est assez logiquement quelque chose qui s'est construit, la DeFi, sur les cryptoactifs natifs ou sur les stablecoins typiquement qui ont été construits sur les infra blockchain.
Maintenant, on voit la tokenisation des instruments financiers, ce qu'on appelle parfois les RWA dans l'industrie crypto, sur des actifs d'une nature différente parce qu'ils sont émis quelque part avec une juridiction, un cadre réglementaire autour, mais ils commencent à arriver dans la DeFi sous diverses formes, parfois en étant wrappés par des actifs crypto et des protocoles typiquement qui émettent des stablecoins qui peuvent rapporter de yield sur ce genre d'actifs, parfois aussi en collatéral, dans les protocoles comme Morpho en prêt-emprunt, et parfois même aussi sur des DEX ou dans des pools de liquidités pour être atomiquement échangés contre des actifs crypto, soit des purs cryptos comme Bitcoin, Ether, soit des stablecoins typiquement. Donc ça c'est assez profond, on est encore au tout début, hein. Il y a très peu d'instruments financiers, en tout cas régulés, etc., qui sont proprement intégrés dans la DeFi avec en tout cas beaucoup d'activités autour. Mais je pense que ça va être une tendance assez profonde et qui va aussi s'accompagner sans doute de la régulation de la DeFi, comme tu disais, dans les années qui viennent. Il se passe tellement de choses constamment que c'est très dur de sortir une anecdote comme ça, honnêtement. Puis l'objectif, c'est pas de confondre tout le monde, parce que parfois, il y a quand même il y a pas mal d'étapes pour comprendre certains produits. Mais par exemple, hier, à l'annonce de la guerre tarifaire américaine contre la Chine, le marché s'est effondré. C'est pas unique à la crypto. Ça a commencé sur les marchés financiers classiques et vous pouvez vous attendre lundi à ce que l'ensemble tous les gros fonds soient obligés de débloquer toutes leurs positions, tous leurs leviers et le marché va sûrement continuer à s'effondrer sur le marché financier traditionnel. En crypto, tout est arrivé en temps réel hier, en environ 1 heure. Donc il y a entre 30 et 40 milliards de dollars qui ont été liquidés parce que la plupart des gens prennent trop de leviers. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de promesse qu'il est possible de se faire de l'argent en spéculant, en pariant à la hausse ou à la baisse sur des produits. La réalité, c'est que la meilleure manière de gagner sa vie, c'est de construire un projet, en crypto ou dans plein d'autres choses. Mais tout ça pour vous dire que l'avantage de la crypto, et si vous regardez toutes les anecdotes, c'est qu'elles peuvent être suivies en temps réel par tout le monde et que n'importe qui peut les retrouver. En fait, la blockchain, c'est tracé à vie quand quelque chose se passe dessus. Ça a énormément de valeur. Donc les anecdotes, en fait, vous pouvez les retrouver vous-même. Tout à fait. C'est vrai que pour rebondir sur ce qui a été dit par rapport à ce qui s'est passé notamment hier, qui était assez difficile pour pas mal de personnes, peut-être que certains se sont fait liquider ou non, parfait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé hier, ça a montré une chose, c'est que au vu du temps que ça a mis pour liquider plusieurs dizaines de milliards, c'était un réel stress test de l'écosystème et il y a eu tous les gros protocoles, en tout cas que j'ai à ma connaissance, n'ont pas eu de problème. Pensez à Morpho, à AV, d'autres. Et ça, c'est vraiment exceptionnel de voir que la crypto évolue et ça devient vraiment quelque chose de très solide. Et c'est un point important à souligner. Pour repartir sur une autre question, on a eu un sujet régulation, un sujet peut-être plus sur les entreprises. Peut-être pour commencer avec Faustine, est-ce que vous voyez aujourd'hui l'arrivée d'entreprises réellement sur la DeFi et peut-être que c'est l'occasion d'en dire un peu plus au niveau de Morpho et votre positionnement. Est-ce que vous commencez à travailler avec des entreprises et si oui, sous quelle forme ? Oui, il y a plusieurs typologies d'entreprises, d'institutions bancaires et financières qui vont être intéressées à s'intégrer à Morpho. Celle où on a le plus d'exemples, parce qu'effectivement on a fait des choses avec Coinbase, avec Crypto.com notamment. Il y a même certains noms qui ont été divulgués, à voir si on les confirme officiellement prochainement. Les fintech et les plateformes crypto qui sont là pour 2 raisons. Petit 1, pour offrir de nouvelles opportunités de rendement à leurs clients qui vont trouver parce que c'est offert par des protocoles DeFi. Et donc comme Coinbase, on peut être utilisateur de Coinbase, mais on peut dans l'interface, dans l'environnement Coinbase accéder au marché Morpho et donc bénéficier de ces nouvelles opportunités de rendement. Et on peut offrir à ses clients la possibilité aussi d'emprunter, d'aller chercher des liquidités sur les protocoles directement. En limitant toutes les frictions qui peuvent exister pour l'utilisateur, puisqu'en fait ce sont les plateformes qui gèrent intégralement. Donc c'est ça qui peut aujourd'hui freiner l'adoption. C'est pour un néophyte qui voudrait aller sur la DeFi, avoir son portefeuille, savoir le créer, savoir s'en servir, connaître les bonnes pratiques, savoir les responsabilités que ça implique d'avoir son portefeuille, de contrôler directement ses actifs. Donc ceux qui vont être déjà dans des univers d'intermédiaires régulés vont aimer en fait finalement éventuellement rester là-dedans ou alors commencer par ces intermédiaires pour y aller directement.
On va avoir dans le monde de la gestion aussi des acteurs qui vont être intéressés. Parce que comme l'a dit Paul-Adrien, on a de plus en plus un intérêt de la finance traditionnelle qui comprend comment se saisir des opportunités technologiques parce qu'elles vont représenter des choses qu'elles comprennent en fait sur les blockchains, donc les instruments financiers. Et donc, par exemple, des fonds qui vont tokeniser les parts de leurs fonds, qui peuvent être utilisés dans des protocoles. C'est le cas de Morpho. On peut utiliser des parts de fonds, on peut utiliser en collatéral des parts de fonds monétaires tokenisés Spaico. Et peut-être que demain, en fait, ça sera directement tokenisé. Ce sera plus une représentation de ces instruments qui existaient. Auquel cas, en fait, ça ouvre tout l'univers de la DeFi à ces acteurs-là qui veulent trouver au fait aussi de nouveaux cas d'usage. Et enfin, on a fait des partenariats avec des émetteurs de stablecoin. Je pense à Circle ou je pense à Société Générale Forge qu'on a annoncé la semaine dernière. Où là, en fait, quand on parle de stablecoin, on parle du carburant de cette nouvelle finance. Et ces émetteurs qui aujourd'hui représentent de l'euro, du dollar sur les blockchains, ils ont besoin de trouver quoi? Des liquidités et des cas d'usage. Et en fait, c'est grâce à la DeFi, c'est en les intégrant dans ces protocoles qu'ils vont pouvoir trouver à diversifier les cas d'usage qu'on peut faire avec les stablecoins. Et c'est ça qui est intéressant pour l'adoption. Et trouver les liquidités qui sont nécessaires, d'où ces partenariats avec Circle et avec Société Générale Forge. Il y a des partenariats qui viendront probablement plus tard. Je pense que les banques comprendront prochainement, mais ça prendra un tout petit peu plus de temps, l'opportunité, et si je prends vraiment Morpho en particulier, de diversifier leur offre de prêt-emprunt. Aujourd'hui, elles prêtent et empruntent, elles sont intermédiaires. Demain, est-ce qu'elles ne pourraient pas utiliser des protocoles pour diversifier en trouvant une nouvelle clientèle qui sera plus intéressée, en trouvant de nouvelles opportunités de rendement pour elles? Donc voilà, là on est plus dans la projection parce qu'elles ne sont pas encore tout à fait prêtes, mais en tout cas on travaille à expliquer que la DeFi c'est une infrastructure technologique que ces intermédiaires peuvent utiliser et peuvent leverager pour faire partie de ce nouvel écosystème financier qui est en train de se construire. Tu parlais de Spaico. Paul-Adrien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, donc tu l'as déjà fait, qu'est-ce que c'était que les Real World Assets, donc les RWA, plus précisément par rapport à toi, ce que tu fais chez Spaico, de ce que j'ai compris, donc vous tokenisez des fonds monétaires. Est-ce que tu peux, nous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un fonds monétaire, et deux, quel est l'intérêt spécifiquement pour les fonds monétaires d'être tokenisés et après peut-être de l'utiliser chez Morpho ou autre, et qu'est-ce qui est possible de faire réellement aujourd'hui? Peut-être commencer par qu'est-ce qu'un RWA ou un instrument financier tokenisé? C'est rien d'autre qu'un instrument financier qui utilise une blockchain comme sa base de données de registre. Donc tout instrument financier a un ledger, une action d'entreprise, une obligation de l'État français, une part d'un fonds. Elle a plusieurs détenteurs et l'objectif de l'émetteur, c'est de savoir qui détient l'instrument. Il peut tenir ce registre sur une feuille de papier, sur un fichier Excel, dans un serveur AWS, ou il peut le tenir sur Ethereum dans un smart contract, qui est typiquement une technologie qui a été construite pour ça, quoi. Un RWA, c'est juste un choix d'émission d'un instrument financier, en l'occurrence sur une blockchain par son émetteur. Maintenant, un fonds monétaire, qu'est-ce que c'est? Donc là, on sort de l'univers de la blockchain, c'est vraiment comprendre ce que c'est d'un point de vue financier. En fait, c'est un véhicule de placement collectif qui poule du capital, donc il prend de l'épargne, de la trésorerie d'entreprise, de l'argent qui peut être détenu par des institutionnels, et le place dans des instruments financiers de très court terme, dans des titres de dette de très court terme, qui peuvent être émis par des États, ça s'appelle des bons du Trésor, qui peuvent être émis par des entreprises, c'est billets de trésorerie, Air Liquide, LVMH, etc., émettent de la dette à très court terme pour financer leurs fonds de roulement. Ça peut figurer dans des fonds monétaires, ou la même chose émise par les banques. Les banques ont aussi accès au marché monétaire pour se financer elles-mêmes. Il n'y a pas que vos dépôts qui servent de source de financement, et tout ça peut se retrouver dans des fonds, quoi. Ça a été créé, pour l'anecdote, dans les années 70 aux États-Unis, précisément parce que contexte d'inflation, hausse des taux, etc., ça rappelle quelque chose, hein, il y a 2-3 ans, les banques ne rémunéraient pas les dépôts. Et elles ne le faisaient pas, notamment parce qu'il y avait une contrainte réglementaire. Post la crise des années 30, il y avait des réglementations aux États-Unis qui les empêchaient de le faire. Et donc il y a 2 Américains malins qui ont eu cette idée de créer un véhicule de placement qui fait exactement ce que je vous décrivais avant et qui rémunère en fait l'argent à ce qu'on appelle le taux sans risque, qui est le taux de la banque centrale ou le rendement de l'argent littéralement. Et ça a super bien marché aux États-Unis. Et ça c'est devenu très très mainstream. Aujourd'hui, il y a 7 000 milliards de dollars aux États-Unis de particuliers, d'entreprises, d'instituts qui sont dans ces produits. Et ça n'a jamais décollé dans la même ampleur en Europe. Pourquoi? Parce que les circuits de distribution européens sur ces produits sont très tournés vers les institutions financières, les grandes entreprises. Et nous, quand on s'est lancé en 2023, on s'est dit, en fait, on a à nouveau un contexte un peu inflationniste, comme dans les années 70. Ça n'a pas encore décollé en Europe, on va essayer de le faire décoller en Europe.
Et le début de Spyco, c'est ça. Et donc, par ailleurs, on s'est dit, OK, on part d'une feuille blanche, on va construire des nouveaux fonds monétaires. First principle, comment on les construit, quelle technologie on utilise. Et sur la partie tenue de registre, on s'est dit, on va le faire sur blockchain parce que c'est la meilleure technologie qui existe aujourd'hui pour le faire. Et on n'est pas dépendant de la stack legacy de gestion d'actifs, quoi. D'où la tokenisation des fonds monétaires et les monétaires Spyco qui sont sortis il y a à peu près 1 an et qui sont les premiers dans l'Union européenne à être vraiment des fonds monétaires sur blockchain, régulés, etc. Et ensuite, pourquoi on fait ça ? D'une part, parce que c'est une bonne technologie. Et pourquoi c'est une bonne technologie ? Parce qu'elle amène beaucoup plus de transparence, d'auditabilité sur combien il y a d'investisseurs dans le fonds, quelle est la proportion relative de ces investisseurs. Elle permet à des émetteurs de stablecoin d'avoir leurs réserves transparentes, auditables on-chain, ce qui n'est pas le cas des réserves des émetteurs traditionnels comme Circle, Tether aujourd'hui. Je suis assez convaincu qu'elles vont un jour bouger vers des fonds monétaires tokenisés ou des bons du trésor tokenisés, mais elles n'ont pas été construites comme ça au départ parce que ces instruments n'existaient pas. C'est une différence typiquement avec le USD0 de Usual, qui lui s'est bâti sur des RWA parce que ces instruments existaient sur le marché. Et ensuite, il y a toute l'utilité, notamment en DeFi, dont on s'est parlé avant, c'est-à-dire la capacité à utiliser ces instruments parce qu'ils sont on-chain hyper facilement pour emprunter, donc les mettre en collatéral dans des protocoles comme Morpho, emprunter instantanément de la liquidité au-dessus, c'est hyper intéressant. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire sur un fonds monétaire non tokenisé. Vous devez attendre le prochain jour ouvré pour demander votre rachat de parts, avoir accès à des fiat. Aujourd'hui, vous pouvez le mettre en collatéral dans Morpho, en l'occurrence nos parts de fonds monétaires que vous pouvez posséder, emprunter de l'EuroCV, de l'USDCV instantanément contre ça, aller faire ce que vous voulez avec, du trading, du lending, du paiement, et ça 24/7, quoi, sans contrainte d'heures bancaires, sans devoir patienter le lundi si vous voulez faire quelque chose le week-end, etc., quoi. On a la chance de vous avoir aujourd'hui et vous êtes tous des pointures dans l'écosystème DeFi en France. Pour vous, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez aujourd'hui pour vous développer, pour développer votre entreprise? Peut-être commencer avec Fig, si tu le veux bien, et j'aimerais bien que tout le monde réponde avec son prisme en tant qu'entrepreneur. Ou je sais qu'on a eu des personnes qui sont passées plus du côté régulatoire et qui ont eu du coup des discussions beaucoup plus institutionnelles. Donc je serais ravi d'avoir votre avis sur ça. C'est toujours risqué de me faire passer en premier sur ce genre de questions. Non, après il y a un ensemble de sujets. Il y a des questions réglementaires. Aujourd'hui, la France et l'Europe en général est une des seules zones à ne pas avoir une réglementation complète pour le secteur. Il y a des sujets de financement. On n'est pas du tout au même niveau de financement que les Américains et donc on tourne à des degrés moindres. Et ensuite, on est aussi, il faut l'admettre, on a un gros problème avec l'euro qui est lié avec la réglementation, mais pas que. Toute la DeFi se joue avec les dollars et donc la plupart de nos utilisateurs sont américains, sont asiatiques et ne sont pas forcément français, même si on est des projets nativement français. Donc, je ne pense pas qu'on ne peut pas accuser ces conséquences d'avoir limité notre succès. Il y a des projets extrêmement bien qui sortent de la France et qui arrivent à s'en tirer. Mais il faut être conscient qu'aujourd'hui, la France, ce n'est pas le meilleur endroit pour créer son projet. Sans parler de toutes les questions de sécurité, etc., qui existent quand vous êtes en crypto en France. J'aurais été sur des points plus pratiques, la sécurité. Donc, faut savoir qu'on est, quand on crée un protocole crypto, chaque jour il y a des gens qui essaient de le casser, quoi. Parce et plus le magot est gros, plus les gens essaient de le casser. Donc ça c'est un premier point qui n'est pas évident et qui coûte énormément, hein, d'où le besoin de financement aussi. Faut savoir que des audits c'est entre 50 000 et 400 000 dollars pour auditer du code. Et à chaque fois que vous faites une publication de code, il faut l'auditer. Idéalement plusieurs fois, etc. etc. Et donc il y a vraiment déjà un coût de fonctionnement qui est très... des stages de développement qui sont très différents d'une entreprise classique. C'est-à-dire que dans une entreprise classique, vous voulez sortir votre produit, vous sortez votre produit. Vous avez développé le code, vous le sortez. Là, vous devez à chaque fois prévoir, alors que vous êtes dans un secteur qui va à 2000 à l'heure, parce que vous avez ce temps d'audit à chaque release en fait, de produit. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point important, on va dire, dans l'entrepreneuriat on-chain en quelque sorte. C'est de bien prendre en compte que les cycles de développement sont un peu différents du monde standard. Et donc, alors que ça va très vite. C'est ça qui est paradoxal. Et après, je dirais qu'en ce moment, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on est à la fois sur de la démocratisation, c'est-à-dire qu'en fait, la DeFi, ça va permettre à tout le monde d'utiliser tous les produits, mais pour qu'ils soient utilisables, il faut qu'il y ait des interfaces qui soient faciles,
il faut qu'il y ait des wallets qui fonctionnent bien, il faut que les gens prennent des habitudes sur le fait d'utiliser un wallet ou d'avoir en tout cas une seed ou de générer une identité d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y a beaucoup plus de facilité avec les passkeys des navigateurs, mais ça reste un énorme point. C'est ce point, on va dire, de l'UX, de réussir à créer une bonne expérience utilisateur, parce que l'expérience utilisateur est dépendante de plein d'autres choses. Pour l'instant dans les cryptos, parce qu'on ne va pas réinventer entre guillemets la roue à chaque fois, et on va utiliser les produits qui existent pour faire un wallet ou autre. Et il y a la même problématique dans, je pense, une boîte normale, hein, mais dans les cryptos, les interfaces sont plus jeunes, on va dire. C'était en plus pas un point sur lequel se penchaient énormément les développeurs au début. Et là, maintenant, de plus en plus, le but va être d'avoir des interfaces qui permettent finalement à tout le monde de pouvoir accéder à des produits financiers qui d'habitude sont des produits financiers réservés aux ultra riches. Par exemple, le standard dans la DeFi sur l'emprunt, c'est de faire du crédit lombard en quelque sorte. Le crédit lombard, normalement, c'est un instrument qui est réservé à vraiment une petite portion de la population qui peut aller en banque privée. Et là, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous avez des bitcoins, vous pouvez les collatéraliser et emprunter en dollars, en euros bientôt. On travaille également là-dessus chez Usual. Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de décentraliser l'infrastructure bancaire et de la rendre plus démocratique en quelque sorte et accessible, parce qu'à la fois les gens vont avoir du contrôle sur leurs protocoles, les protocoles qu'ils utilisent, et ils vont avoir un accès à des services qui n'étaient pas avant accessibles. Et je pense que donc, une des grosses difficultés, c'est de réussir à faire une expérience utilisateur fluide, et ça a d'ailleurs été longtemps le problème de la crypto, et ce qui fait que les plateformes centralisées sont encore devant. Le seul fait qui fait que les plateformes centralisées sont encore devant, c'est que c'est une porte d'entrée qui est beaucoup plus facile, qui est beaucoup plus interconnectée au monde habituel. Et la DeFi est en train, je pense, de réussir à avoir ce genre d'interface. On le voit par exemple avec Morpho intégré chez Coinbase. Finalement, il y a des interconnexions qui commencent à se créer qui rendent les produits utilisables. Parce que si on a des super produits mais que personne ne peut y accéder, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. De mon point de vue, je pense que le challenge, c'est trouver de l'utilité à la crypto dans la finance traditionnelle et vice-versa. Pour donner un exemple, par exemple, les stablecoins aujourd'hui sont quand même essentiellement utilisés pour faire du trading crypto, pour avoir du rendement en DeFi, dans une certaine mesure pour épargner en dollars dans certains pays émergents, mais en tout cas, il n'y a pas de paiement massif aujourd'hui en stablecoin, par exemple dans les pays développés, en France, aux États-Unis, etc. Et le potentiel, il est immense, parce que par exemple, pour faire du paiement transfrontière, cross-border, comme on dit parfois, le stablecoin est très intéressant. Si vous utilisez Swift aujourd'hui, ça prend plusieurs jours, ça coûte très cher, c'est pas très traçable, pas très transparent, ou en tout cas, c'est une vraie pénibilité que de savoir le faire. Avec le stablecoin, c'est comme vous le savez, extrêmement simple. Donc ça, c'est la crypto vers la finance tradi, et réciproquement, la finance tradi vers la crypto, c'est aussi un challenge. Nous, par exemple, on est plutôt de ce côté-là, au sens où on tokenise des instruments financiers et ensuite on cherche à créer de l'utilité en DeFi autour de ces instruments financiers. Et ça, c'est pas facile parce que c'est des actifs, comme on dit, permissionnés, qui ont des règles de transfert pas aussi souples que les actifs crypto. Qui ont aussi des réglementations qui complexifient certaines activités, la collatéralisation, etc. Donc ça, c'est une vraie difficulté. On n'a pas du tout encore résolu le truc. Et le jour où on l'aura résolu, par contre, il y aura une vraie convergence de ces mondes. On voit un peu les prémices de ça, mais c'est super balbutiant en réalité. Si je prends mes deux sujets préférés pour compléter, parce que je souscris à tout ce qui a été dit. Mes deux sujets préférés étant réglementation et fiscalité par rapport à ce sur quoi je travaille. Réglementation, on l'a dit, il n'y a pas encore de réglementation de la finance décentralisée, donc on pourrait penser que c'est confortable, or ça ne l'est pas du tout, parce que l'incertitude est plutôt inconfortable. Il y a forcément un manque de lisibilité et de visibilité qui en découle, et surtout par rapport au cadre réglementaire qui a été mis en place pour les marchés, on peut avoir un peu peur, puisque la DeFi est exemptée, au sens où ce qui est fully decentralized n'est pas soumis à la réglementation européenne MiCA. Sauf que la définition de ce qui est fully decentralized n'existe pas aujourd'hui. Donc, en fonction des critères qui seront utilisés pour définir ce que c'est, on pourrait avoir peur, parce que ça dépend de la volonté politique, mais de pouvoir, pour certains protocoles, être recaptés dans cette réglementation en fonction de la façon dont ce serait designé. C'est quand même inconfortable de ne pas encore savoir, mais c'est pour ça qu'il faut travailler main dans la main avec les pouvoirs publics pour que cette définition-là soit la plus adaptée possible. Et ensuite, quelles seront les règles ? Je pense que la réglementation de la DeFi prendra du temps parce que c'est un changement de paradigme total. On ne parle plus d'intermédiaires à réguler. Donc comment on fait pour définir et auprès de qui des responsabilités ? Peut-être à plus court terme, le risque, c'est la réglementation des interactions
entre la finance traditionnelle, la TradFi et la DeFi. C'est-à-dire pour un régulateur demain, ce sera beaucoup plus simple de se dire je peux mettre des exigences supplémentaires sur une banque, sur un acteur de marché crypto, sur n'importe quel intermédiaire. C'est beaucoup plus simple pour moi, je vois beaucoup plus facilement comment faire, mettre des exigences supplémentaires sur ces gens-là pour interagir avec la DeFi. Ce qui n'est pas forcément bon pour l'écosystème DeFi, puisque nous, on va plutôt être à vouloir et à encourager ces interactions-là. Donc au niveau de la réglementation, si ça n'existe pas, ça ne veut pas dire que c'est confortable. Au niveau de la fiscalité, peut-être 2 exemples, parce que de toute façon, la fiscalité, c'est jamais facilitant, on va dire. Premier exemple, par rapport à l'investissement. Aujourd'hui, la fiscalité française est extrêmement dissuasive pour investir dans les protocoles DeFi. Parce que contrairement aux levées de fonds en equity, si vous levez des fonds en jetons, en tant qu'investisseur, vous devez payer la TVA, donc 20%. Et donc en fait, vous avez beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas envie de donner 20%. Quand ils veulent donner des fonds à un projet, ils n'ont pas envie que 20% aillent directement à l'État. Et ça, on l'a vu, ça a été extrêmement dissuasif pour des investisseurs, d'où le fait que Morpho a levé principalement auprès d'investisseurs américains. Donc c'est dommage parce qu'on pose toujours la question de la souveraineté, de l'autonomie stratégique. C'est un premier exemple de comment la fiscalité peut être dissuasive. Un autre exemple, aujourd'hui, donc les échanges de crypto vers monnaie à cours légale ou inversement sont taxés, pas les échanges entre cryptos. Donc c'est-à-dire si vous faites un mouvement de Bitcoin vers un stablecoin ou inversement, ou de Bitcoin vers n'importe quel autre crypto, enfin c'est vraiment des exemples très théoriques, mais normalement vous n'êtes pas taxé. Possiblement, et surtout sur la partie crypto stablecoin, quelque chose sur lequel on peut s'attendre à ce que les régulateurs reviennent. Et c'est vrai que du coup ce serait très pénible dans un univers où on fait, dans la DeFi, des échanges crypto-crypto. Et pour ceux qui en feraient beaucoup, si demain ça commence à être fiscalisé, ça pourrait être vraiment un frein à l'utilisation, en tout cas et un changement total par rapport à la liberté que c'est aujourd'hui de le faire. Peut-être, pour continuer, on a abordé un petit peu les stablecoins et on voit que récemment, disons que ça pousse un petit peu comme des champignons un peu partout. On voit énormément, enfin je sais pas, à l'instar, bon c'était un peu plus vieux, mais AV avec le Go, plus récemment Hyperliquid. On a vu aussi Jupiter avec leur partenariat avec Ethena, MetaMask, peut-être Morpho, je ne sais pas si c'est dans les papiers, mais peut-être que ça aura un intérêt un jour. Comment aujourd'hui on arrive à définir, enfin déjà, est-ce que tu pourrais nous redéfinir qu'est-ce qu'un stablecoin et quels sont les différents types de stablecoin? Un stablecoin, c'est un jeton qui va être lié à la valeur, à une autre valeur. Donc généralement, on l'a fait pour l'instant avec des monnaies, et le dollar majoritairement. C'est 99%, je crois, le dollar dans la DeFi. Les stablecoins ont joué un premier rôle, en fait. Pourquoi ils sont arrivés dans les cryptos? On peut se poser la question. C'est-à-dire que les échanges n'arrivaient pas à ouvrir des comptes en banque. Et c'était très peu pratique pour eux de devoir revenir dans le monde traditionnel à chaque fois qu'il y avait en quelque sorte des échanges contre des dollars. Et c'est d'abord pour ça que les stablecoins sont apparus, c'est pour permettre aux gens de pouvoir sortir d'une position tout en restant dans l'écosystème crypto sans avoir à repasser par l'écosystème traditionnel. Et bon, il s'avère que le premier acteur qui a fait ça, Tether, l'a fait, on va dire, pas avec assez peu de transparence depuis le début. Ils étaient très liés en fait à un échange qui s'appelle Bitfinex et c'est la même chose pour Circle. Circle est plus transparent que Tether, mais Circle c'est avant tout un gros partenariat avec Coinbase. Donc en fait, ce qu'on voit maintenant, là où tout le monde est en train de faire un peu son stablecoin, c'était déjà un peu le cas. Parce qu'on a oublié aussi plein de stablecoins d'exchange qui ont foiré. C'est-à-dire que Huobi a fait son stablecoin à une époque. Si je ne me trompe pas, OKX avait son stablecoin aussi. Et ceux-là, on les a oubliés. Les échanges avaient un peu tous leur stablecoin, mais USDT a capté toute la liquidité. La promesse que dans les caisses du USDT de Tether, il y a $1 contre votre dollar numérique, elle est assez délirante si on la prend d'un point de vue financier normal. Parce qu'en fait, vous avez un risque de contrepartie qui est quasi total, et en plus Tether capte toute la valeur qui est générée par leurs actifs. Finalement, c'est aussi ça qui a peut-être un peu changé la nature des stablecoins récemment et qui a créé une nouvelle vague. C'est que l'acteur qui est Tether redevient une banque, sauf qu'il n'est pas soumis aux mêmes obligations et qui ne vous donne aucune performance. Donc le but, c'est aussi de réussir peut-être à aligner un peu plus les stablecoins avec l'éthos crypto. Et pour revenir sur la définition donc un peu de les différents types de stablecoins, donc vous avez ceux dont je viens de parler, la Tether, qui sont collatéralisés par du dollar ou des instruments type dollar, comme des money market funds. Vous en avez qui vont être collatéralisés par
d'autres actifs type des actifs crypto. Et donc là, ils sont, pour le coup, ceux-là, généralement, ils peuvent être 100% décentralisés parce qu'il n'y a aucun lien avec une contrepartie du monde réel. Et après, vous allez avoir ce qui n'a jamais fonctionné pour le moment, les stablecoins purs algorithmiques, où là, ils n'ont pas, ça va être des mécanismes mathématiques qui garantissent la parité. Mais pour l'instant, on n'a pas réussi à le faire et ça s'est très mal terminé la dernière fois avec Luna. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc voilà, en gros, il y a cet écosystème. Et là, les stablecoins qui booment, on va dire, c'est ceux qui sont avant tout backés par des real world assets, donc du type money market fund. Nous, c'est ce qu'on a fait avec le protocole Usual. Donc on a des money market funds dollars qui garantissent le stablecoin. Et comme disait Paul Adrien, le gros avantage, c'est que on a une totale transparence finalement de nos réserves. Chacun peut regarder les réserves du stablecoin et on a presque une meilleure garantie qu'une banque parce que les banques peuvent être leveragées alors que là, vous pouvez clairement voir qu'il n'y a pas de leverage. Donc finalement, s'il y a $1, c'est qu'il y a $1 derrière qui a directement une contrepartie qui est en bon du trésor américain. Donc à moins que les États-Unis fassent défaut, ça devrait bien se passer. Mais bon, ça peut arriver aussi, hein, mais ça causerait des problèmes dans tous les cas ailleurs que sur les stablecoins. Je ne sais pas si ça résume un peu, mais vas-y. Les stablecoins, c'est la narrative et le sujet le plus important de l'écosystème et pas juste de la DeFi, mais de la crypto en général. Quand on a commencé à parler de crypto, à la base, on parlait de Bitcoin, on ne parlait pas de blockchain, on ne parlait pas de crypto. Et le principe du Bitcoin, c'était de révolutionner la monnaie. Donc il y a plein de paradoxes, parce que finalement, on se rend compte que les stablecoins aujourd'hui, c'est 99,9% du dollar. Donc la seule chose qu'on a révolutionné, c'est une méthode de financer le gouvernement américain, parce que quasiment tous les stablecoins sont financés par des obligations du trésor américain. Et ça, c'est poussé par la réglementation américaine, mais aussi toutes les réglementations qui suivent. Parce que si le secteur évolue tant que ça aujourd'hui, et si on favorise des stablecoins qui sont backés par des RWA et notamment des obligations du trésor, c'est que la réglementation pousse dans ce sens-là. Ce qui est très intéressant, c'est que le parallèle des stablecoins, il se rapproche à celui d'un dépôt bancaire. Au sens où vous mettez votre argent et la manière, je ne vais pas dire légale, mais de concevoir un stablecoin, c'est comme un dépôt bancaire, mais il est tokenisé. Vous pouvez l'envoyer à n'importe qui, n'importe quand, et créer des opérations financières avec. Donc chaque émetteur a différentes manières de gérer son stablecoin, ce qui implique qu'il y a différentes forcément gestions. Là où votre dépôt bancaire, en fait, il est fongible à partir de n'importe quel endroit, parce que les banques ont une espèce de confiance qui est garantie par les banques centrales, que la valeur fondamentale du dépôt est 1 euro. Ensuite, il y a des garanties, un fonds de garantie au cas où il y a un problème. Il me semble qu'en France, c'est 150 000 euros par compte. 100 000 100 000. Donc voilà, c'est 100 000 euros par compte. En crypto, ces limites n'existent pas. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal parce qu'avec les nouvelles réglementations qu'on voit aux États-Unis, qu'on verra en France, on demande des obligations qui sont quasi similaires à celles des banques. En revanche, on ne donne pas les avantages qu'on donne aux banques. Donc il y a quelques questions qui commencent à se poser, mais la manière de voir le stablecoin, c'est un dépôt bancaire à l'ère d'Internet. On reparlera un petit peu après de l'euro et du dollar, mais peut-être pour finaliser sur cette question au niveau des stablecoins, qu'est-ce qu'un bon stablecoin ? Peut-être qu'il y a différents points de vue, peut-être plus institutionnel, retail. Pour moi, le point central de tout le monde, on va dire que c'est la liquidité, c'est qu'on puisse faire des choses avec. Après, c'est bien sûr qu'il soit à parité, sinon c'est problématique également. Il y a le fait de pouvoir consulter ses réserves, qui paraît important. Et nous, une des choses qu'on défend, c'est la neutralité. C'est-à-dire que moi, ça me pose un problème que Tether, ce soit quelques actionnaires qui sont liés à des exchanges. Que Circle, ce soit un gros partenariat avec Coinbase. Et qu'en fait, là, on voit tout le monde qui émet son stablecoin. À mon sens, c'est quelque chose qui va apporter plus de risques que de bénéfices. Parce qu'on aurait intérêt à réussir à, de manière collective, utiliser un même stablecoin avec une gouvernance décentralisée. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas, et on pense que déjà c'est plus aligné avec les cryptos et ce qu'elles défendent, c'est-à-dire reprendre le contrôle et avoir une sorte d'horizontalité, en tout cas, ou de co-gestion, on va dire, des protocoles. Et vu l'importance des stablecoins, moi je trouve ça dingue de donner ça à des actionnaires privés non transparents et non accessibles. Bon, maintenant Circle est en bourse, mais
mais ça reste quand même beaucoup moins accessible qu'un jeton crypto et ça garantit rien sur le fait de réussir à avoir un impact sur la gouvernance. Donc moi je pense vraiment que ce point de la neutralité va être un point important dans le futur et que chaque banque va vouloir un peu son stablecoin, chaque entité va vouloir un peu son stablecoin. Donc si à la fin on se retrouve avec des choses qui sont plus interopérables, on perd tout le bénéfice des cryptos juste par hubris en quelque sorte et non collaboration. Mais ça je ne peux pas garantir que ce sera le futur, mais à mon sens la neutralité va poser problème tôt ou tard. Non, je pense que juste pour rajouter un truc, parce que nous on est côté plutôt sous-jacent, je pense que c'est vrai qu'il y a la qualité du sous-jacent du stablecoin, c'est un vrai sujet, et ça rejoint la transparence évidemment, parce qu'on veut savoir crédiblement si ce qu'on nous dit est vrai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans le marché il y a plein de façons de collatéraliser, comme on dit, c'est-à-dire de construire une réserve d'un stablecoin. Et un stablecoin backé par des bons du trésor, c'est pas la même chose qu'un stablecoin backé par des dépôts bancaires. Comme le force d'ailleurs en partie la réglementation européenne sur le sujet. Et c'est pas non plus la même chose qu'un stablecoin backé par exemple des stratégies long short sur les cryptos, comme le stablecoin d'Ether. Donc il y a différents profils de risque. Voilà. Oui, c'est un fonds ou produit structuré sur l'arbitrage carré, quoi. Mais bref, il y a différentes façons de construire un stablecoin et c'est vrai que il y a plein de sujets aussi sur la réglementation de ce point de vue, parce que l'Europe maintenant veut imposer, la réglementation européenne veut imposer des règles assez fortes sur les réserves des stablecoins régulés ou MiCA compliance. Et il y a des sujets qui se posent, parce que comme c'est des actifs par essence globaux, est-ce qu'il doit y avoir une partie de la réserve en Europe, une partie de la réserve ailleurs, en fonction des utilisateurs, comment on calcule ça, c'est vraiment extrêmement compliqué, quoi. Donc là aussi c'est un sujet, je pense, dont on n'est pas complètement sorti dans les années à venir. Tout à l'heure, on a pas mal évoqué donc, au niveau des stablecoins, l'euro et le dollar. Pourquoi aujourd'hui l'euro est quasiment inexistant au niveau des stablecoins? Encore une fois, peut-être qu'il y a différents points. Peut-être que Faustine, c'est quelque chose que tu as pu traiter aussi par le passé. Alors effectivement, peut-être pour l'audience, aujourd'hui sur le marché des stablecoins, 99% sont du dollar. Donc ça laisse pas beaucoup de place pour le reste et notamment l'euro. Si on prend les stablecoins euros, au tout début, où il y avait des porteurs de projets qui auraient voulu débloquer des stablecoins euros. Donc si je remonte à ma propre expérience, c'était 2017-2018. Il n'y a pas eu du tout d'encouragement côté pouvoir public déjà, voire plutôt découragement, en entretenant aussi un flou sur quel pourrait être l'environnement réglementaire et notamment extrêmement strict en émettant un stablecoin euro. Quand je travaillais entre 2018 et 2020 chez Consensus et on accompagnait un émetteur de stablecoin, le groupe Casino qui souhaitait émettre son stablecoin. On l'avait baptisé le Cashcoin à l'époque, ça s'est avéré devenir le Loog par la suite, donc peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Malheureusement, c'est un stablecoin qui s'est fait tuer par la réglementation. Mais à l'époque, avant même qu'on pense à une réglementation européenne, quand on en parlait à la Banque de France, quand on en parlait aux régulateurs, clairement, c'était pas encouragé. Et en fait, toute la stratégie européenne autour des stablecoins a été de tuer le stablecoin euro, quel qu'il soit, de tuer toute initiative privée de stablecoin euro. C'était déjà le cas et ça a été renforcé avant et ça a été renforcé par la défiance qu'il y a eu à l'égard du projet Libra de Facebook qui était en fait son propre stablecoin. Donc ça c'était 2019 si je me rappelle bien. Donc c'est à l'époque Facebook avait annoncé vouloir émettre son propre actif de paiement, son propre stablecoin dans son univers, donc c'est-à-dire 3 milliards d'utilisateurs dans le monde, quoi. Et les pouvoirs publics, les banques centrales, les gouvernements n'ont pas vraiment aimé. Donc il y a eu plusieurs réactions, mais l'ensemble était extrêmement restrictive, même si on parlera de ce qui s'est passé cette année aux États-Unis vis-à-vis des stablecoins. Mais à l'époque 2019, personne, aucun État, aucun pouvoir public n'était vraiment très confortable avec l'idée de développement de stablecoin. Et donc en Europe aussi. Et donc il y a eu on est à l'intersection de plusieurs actions qui constituent la stratégie européenne sur les stablecoins, qui a constitué une stratégie d'entravement. D'une part, une réglementation extrêmement stricte, parce que MiCA, qui est la réglementation européenne des marchés crypto et qui encadre les stablecoins, est extrêmement stricte. Donc déjà, alors si je prends les stablecoins euros collatéralisés par du fiat, je vais peut-être mettre de côté les autres types de stablecoins. Si vous n'êtes pas une banque,
vous ne pouvez pas en émettre. À l'époque, c'était difficile, pour avoir porté le sujet quand j'étais présidente de la DAN, on expliquait qui étaient les gens qui voulaient émettre des stablecoins, et ce n'était pas les banques à l'époque, en Europe, parce qu'il y a eu des initiatives, JP Morgan, son stablecoin, ça fait un certain temps, mais les gens qui voulaient mettre des stablecoins en Europe, c'était des nouveaux entrants, c'était des porteurs de projets, c'était un projet intrapreneurial de casino, c'était des gens nouveaux. Déjà en faisant ça, en disant ma réglementation des stablecoins, c'est tu dois être une banque et respecter ce qui est relatif à la monnaie électronique, ce qui est relatif aux services de paiement, l'intention peut difficilement être autre que éviter qu'ils se développent. Donc ça, c'est la partie réglementation, c'était mettre tous les freins possibles au développement de stablecoin euro. L'autre action qui, en parallèle, c'était de promouvoir le développement d'un euro numérique de la Banque Centrale Européenne qui serait le substitut de ce stablecoin. C'est-à-dire pas du tout comprendre que les stablecoins et la monnaie numérique, pour peu qu'elles soient émises sur une blockchain, c'est des actifs très différents dans leur finalité, dans les possibilités pour en faire ce qu'on veut derrière, et surtout en termes de calendrier. Les stablecoins euros, si on les avait encouragés, on en aurait plein aujourd'hui. Un euro numérique, même si on n'est pas contre qu'il y en ait un, ça chacun se fera son avis, s'il doit être lancé, on a encore un peu le temps de voir venir. Penser à l'époque qu'un euro numérique de la Banque Centrale Européenne serait le compétiteur des stablecoins dollars, c'était quand même complètement stupide. Et c'est malheureusement cette double stratégie d'entravement réglementaire et de promotion d'une solution qui n'en est pas, qui a fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de stablecoin euro d'ampleur comme le stablecoin dollar est. Et au-delà du fait que le stablecoin dollar, c'est 99% des stablecoins, si on prend les deux principaux stablecoins dollars, celui de Circle, celui de Tether, c'est 88% du marché. Ça veut dire qu'on a concentré en plus les stablecoins dollars dans la main de deux entités. Pour Circle, c'est bien, ils sont régulés en Europe et ils le seront probablement aux US. Tether avait une approche un tout petit peu plus réticente vis-à-vis de la réglementation. Et donc, ce qui n'a pas arrangé les choses, malheureusement, c'est que autant au début, aux États-Unis, alors ça n'a pas empêché que se développe Circle, Tether, etc. Mais on n'avait pas un soutien non plus démesuré, on n'avait pas une posture hyper favorable, on va dire. Autant depuis un an, ça a complètement changé. En un an, les États-Unis ont mis en place une réglementation du marché des stablecoins qui est loin d'être light. Vraiment, si on regarde, il y a vraiment des points communs importants avec la réglementation européenne MiCA. Et donc ça a clarifié le cadre et surtout, sur des points très stratégiques, au contraire, ils ont été plus malins que nous. Et notamment le fait que si vous êtes un émetteur non-banque, ça ne vous empêche pas d'émettre des stablecoins dollars. Et l'autre point, c'est qu'ils défendent beaucoup mieux leur marché que nous, parce qu'ils ont décidé de mettre des régimes d'équivalence. Donc, c'est pas, aujourd'hui, il n'est pas sûr, et c'est des discussions qui doit y avoir, que si vous êtes régulé MiCA, vous pouvez émettre aux US parce qu'ils considèrent que c'est équivalent. Non, par défaut, si vous êtes un émetteur étranger, vous ne pouvez pas émettre aux États-Unis. Donc, ils ont beaucoup plus protégé leur marché que nous, alors qu'en Europe, on a plutôt laissé la porte ouverte à ce que, t'es pas régulé, mais si tu sollicites pas directement, je vais pas empêcher mon citoyen européen d'aller souscrire à ces stablecoins. En plus de pas encourager notre propre écosystème, on n'aide pas à ce qu'ils se défendent en fait. Et voilà, peut-être réponse longue et un peu énervée, parce que pour avoir suivi depuis longtemps ces années-là, c'est un discours qui, si on a du bon sens, c'est censé porter et ne porte malheureusement pas, mais parce que les intérêts politiques ne sont pas là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, on recrée l'hégémonie du dollar dans ce nouvel écosystème financier qui se construit sur les blockchains. Réponse très précise. On a la chance d'avoir des entrepreneurs français ici. Est-ce que vous travaillez sur un stablecoin euro? Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt aujourd'hui, ou est-ce que c'est admis que c'est que du stablecoin dollar? On travaille dessus. Nous, du coup, comme le disait Faustine, on a choisi d'avoir une architecture décentralisée pour cette raison, pour être dans l'exemption entre guillemets de MiCA. Donc on va pouvoir bientôt normalement émettre des euros on-chain avec le protocole usual. Mais je dirais une toute petite nuance sur ce qu'a dit Faustine, parce que il n'y a pas de stablecoin euro, mais il y a très peu de stablecoins d'autres currencies que le dollar en quelque sorte, d'autres monnaies. Et il y a aussi une raison un peu historique, c'est-à-dire qu'il y a l'effet Lindy, je ne sais pas si vous connaissez, mais quelque chose qui perdure plus longtemps après, entre guillemets. Et la crypto, il s'avère que les premiers exchanges, ils étaient cotés en dollars. La crypto a toujours coté en dollars, y compris de manière centralisée, y compris quand c'était le Far West.
Il y a eu quelques plateformes d'échange européennes qui ont galéré énormément. Et après, il y a aussi un côté rationnel d'un point de vue financier. Quand vous avez qu'un seul marché, vous avez qu'une seule source de liquidité, donc ça facilite aussi la chose. Parce que si vous créez des marchés euros, il faut qu'il y ait de la liquidité sur ces marchés euros. Et cet effet boule de neige de liquidité, il est très dur à créer. Alors que là, dans le dollar, il est déjà là. La chance, j'ai envie de dire, ce qui est en train de se passer en ce moment, qui va faire, à mon sens, que les stablecoins non-dollars vont pulluler, c'est que le dollar est en train de perdre un peu son statut de réserve mondiale en termes de monnaie, de par à la fois les choix sur les tarifs douaniers de Trump, mais la potentielle dévaluation du dollar qui va venir aussi avec la baisse des taux. Donc le dollar n'est plus l'actif de réserve qu'il était. Et ça va permettre finalement la création la création et la diffusion de stablecoins non dollars, y compris dans la DeFi. Parce qu'en fait là, si vous êtes un investisseur DeFi et au début de l'année vous avez réussi à faire 10% de rendement sur toute l'année en dollars, en étant européen vous avez fait 0 avec la perte sur la paire euro-dollar. Donc en fait on a clairement un changement de paradigme avec la volatilité du dollar qui fait que il y a un intérêt à posséder d'autres stablecoins, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je pense que clairement la réglementation n'aide pas, mais il n'y avait pas d'intérêt tout simplement. Moi je ne me suis jamais posé la question de vouloir être en euros les 10 dernières années. Je me la pose depuis 2 ans parce que je vois que le dollar est en train de potentiellement flancher. Donc là, on va sûrement voir arriver beaucoup d'offres alternatives au dollar, je pense. Et c'est ce qu'on essaie de construire, y compris chez Usual. En fait, c'est marrant parce que aujourd'hui, le stablecoin le plus gros qui n'est pas indexé au dollar, c'est un stablecoin qui s'appelle A7. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. C'est un stablecoin adossé au rouble, donc la monnaie russe, qui est émis par une boîte moldave et qui est épinglé par absolument toutes les institutions financières pour être un énorme pot de blanchiment d'argent. Il est évident, absolument aucun rapport avec ce que je viens de dire d'ailleurs, qu'il va y avoir un nombre très important de stablecoins, de monnaies non dollars, qui vont être émis sur les prochaines années. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour vous d'utiliser l'euro si vous voulez vraiment avoir accès à la DeFi sans vous faire avoir par le taux de change à chaque fois. Après, je ne crois pas à un euro décentralisé énorme dans les prochaines années pour la simple et bonne raison que la BCE a été très claire sur le fait qu'il voulait qu'un euro numérique soit contrôlé par la Banque centrale pour commencer et que des discussions récentes, celui-ci ne serait prêt qu'en 2029. Donc maintenant, il suffit de regarder la courbe de croissance des dollars aujourd'hui, des dollars décentralisés. On est passé de 150 milliards à 300 milliards en 2 ans. Au vu des projections, on sera probablement à plusieurs trilliards de dollars en 2027-2028. En 2029, 99% de la crypto sera encore partie des dollars. Et en fait, l'Europe aura tout simplement abandonné la position que l'euro avait aujourd'hui, de fait de son incapacité à vouloir s'adapter aux technologies. C'est un moment, faut être lucide. Aujourd'hui, 2029, c'est trop tard. C'est cette année ou jamais. Moi, je suis vraiment complètement d'accord avec ce qui a été dit sur la dynamique macro qui peut être assez favorable à l'euro. À voir ce qui se passe évidemment, mais enfin depuis le début de l'année ça a été le cas en tout cas. Après il y a aussi peut-être un élément intéressant, c'est que le développement de l'utilité, on va dire dans le monde réel, des stablecoins pour par exemple le commerce international, etc., je pense va être aussi assez favorable au développement de stablecoins non dollars ou en tout cas d'un rééquilibrage. C'est sûr que le dollar est massivement utilisé, enfin la part de marché du dollar sur le forex, sur le commerce international est énorme. Donc logiquement, elle se reflètera dans le fait que le dollar restera la monnaie dominante des stablecoins. Mais enfin, c'est pas les ratios qu'on connaît aujourd'hui où c'est 99, quelque chose et 0 pour le reste. Et donc, dès lors que cette utilité commence à se développer et on voit un peu les prémices de ça, ça va être favorable à l'émission et du développement surtout de l'encours des stablecoins euros en l'occurrence et autres. Eh bien, écoutez, c'est l'heure. Je vous remercie de votre participation. Encore une fois, on avait vraiment beaucoup de chance de les avoir aujourd'hui. Ils représentent toutes et toutes des grandes sociétés françaises dans la DeFi. Et je trouve qu'ils font un travail exceptionnel. Et moi, je suis vraiment fier de les avoir, en tout cas, ici. Et donc, encore une fois, merci à eux. Et puis, bonne continuation de l'événement. Et merci à tous.